Aujourd'hui, nous allons discuter de la méthodologie échec, prise, menace. Commençons par quelques fondamentaux et un peu de calcul. Dans toute position d'échec, lorsque j'envisage un coup, par exemple ici, fou G4, je considère ensuite un ensemble de réponses probables pour mon adversaire. 2, 3, 4 réponses peut-être. Peu importe les réponses en question. Ainsi, si au premier tour de jeu mon adversaire a 2, 3 ou 4 choix possibles, sur chacun des choix dont il dispose, par exemple ici G6, je vais moi-même déterminer ce que j'estime être le meilleur coup. Disons par exemple sur G6 H4, et je vais recommencer en considérant pour mon adversaire 3, 4 coups que j'estime être à peu près les meilleurs ou en tout cas les plus probables. A nouveau, peu importe les coups en question. Cela veut dire que si à l'issue du premier tour de jeu j'ai quelque chose comme 3 ou 4 positions à envisager, à la fin du deuxième tour de jeu de mon calcul, en omettant les éventuelles transpositions, j'ai quelque chose comme 3 x 3, c'est-à-dire de l'ordre de 10 positions à envisager. Et le raisonnement se poursuit. Au terme de chacune des positions issues de mon calcul en 2 coups, si je décide d'aller jusqu'au troisième coup et considérer un coup supplémentaire donc, je dois à nouveau envisager 1, 2, 3, 4 coups, voire davantage pour mon adversaire. Ce qui veut dire qu'au terme du troisième tour de jeu, j'ai quelque chose comme 3 x 10, 30 positions, en tout cas cet ordre de grandeur, à évaluer. Vous comprenez le principe, si je vais maintenant jusqu'au quatrième coup, je dois encore multiplier par 3 ou 4 le nombre de positions, c'est exponentiel. J'ai déjà parlé du caractère exponentiel de l'arborescence des variantes aux échecs dans ma vidéo Préambule au Gambirois. Je ne vais pas paraphraser ce que j'y avais déjà expliqué, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à la voir avant, parce que nombre de concepts que je vais aborder dans cette vidéo sont très liés à ce que j'y ai déjà dit. D'ailleurs, l'arborescence que j'ai représentée sur ce diagramme représente très bien le phénomène que je suis en train d'expliquer. Ici, par exemple, je pars un peu du principe que les coups en rouge sont prédéterminés dans notre calcul parce que c'est ceux qu'on sait qu'on va déjà jouer, et les coups dessinés en noir sont des incertitudes liées aux options de l'adversaire. Vous voyez bien que chaque étage, qui est constitué à la fois d'une ligne rouge plus d'une ligne noire, augmente bien de 3 ou 4 à chaque étage le nombre de terminaisons, c'est-à-dire le nombre de variantes. Bon, à noter qu'ici dans cette vidéo je m'étais mis du point de vue de l'adversaire, donc les coups que j'ai notés en rouge, je voulais remplacer par vos coups et vice versa. Au passage, cette analogie avec la théorie des ouvertures, elle vous permet aussi de comprendre pourquoi connaître 10 coups dans toutes les variantes et connaître 11 coups dans toutes les variantes de son répertoire, c'est pas du tout la même chose, et c'est pas juste un petit peu plus dur. Connaître ne serait-ce qu'un coup de plus dans toutes les variantes de votre répertoire, c'est en fait multiplier la charge de travail par 2, 3, 4, voire davantage. Mais je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet parce que j'y reviendrai dans une autre vidéo consacrée spécifiquement à cette analyse dans le cadre de la théorie des ouvertures. Vous voyez donc que si votre adversaire dispose d'au moins 3 possibilités à chaque coup, alors le nombre de positions possibles au terme du quatrième coup est au moins de 3 puissance 4, soit 81 possibilités. Si le nombre de choix de mon adversaire à chaque coup est de 4, alors au terme de 4 coups de profondeur, le nombre de positions possibles est de 4 puissance 4, soit 256 positions possibles en 4 coups. Vous voyez donc que si le nombre de coups de mon adversaire aussi entre 3 et 4, je vais me retrouver au terme de 4 coups entre 80 et 250 positions possibles environ, alors qu'à contrario, je viens grossièrement de vous représenter sous peine ce qui pourrait se passer si l'adversaire avait entre 1 et 3 coups logiques à chaque tour. Vous voyez que profondeur 4, c'est-à-dire qu'au terme de 4 tours, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur de nombre de variantes. Ici, avec des choix arbitraires, évidemment, je me retrouve avec 18 positions possibles au quatrième coup. Bien sûr, il y a tout un bestiaire de différents arbres possibles, mais ce que je veux vous inviter à constater, c'est l'ordre de grandeur du nombre de positions à évaluer dans un cas ou dans l'autre. Vous voyez bien qu'entre si l'adversaire dispose systématiquement de plus de 3 réponses et si l'adversaire dispose d'entre 1 et 3 coups raisonnables à chaque tour, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur et ça peut varier d'un facteur 10. C'est pourquoi, lorsqu'on effectue un calcul profond aux échecs, il est crucial de pouvoir encadrer très fortement le nombre de choix de l'adversaire. Les coups qui font échec doivent être la priorité numéro 1 de votre calcul dans toute situation que vous considérez comme tactique. En effet, lorsque vous donnez un coup qui fait échec, vous étranglez en général au maximum possible le nombre de réponses de votre adversaire. L'effet est alors double, non seulement le nombre de positions que vous allez devoir évaluer est minimal, mais qui plus est, le nombre de choix de l'adversaire étant restreint, la probabilité qu'il dispose d'au moins un bon choix est bien inférieure à si vous aviez joué un coup flexible. Bien sûr, cela ne veut pas dire non plus que tous les coups qui donnent échec sont bons, mais simplement que le nombre de choix de votre adversaire étant restreint, il a moins de chances d'en avoir un bon.
Il est pourtant possible que tous les choix de votre adversaire soient excellents et que votre coup qui donne échec soit absurde. Mais il est très important de ne pas porter de jugement de valeur a priori sur le coup et seulement de pousser tous les coups forçants jusqu'à leur terme avant de porter une évaluation objective sur la position qui en résulte. Exemple que vous avez sous les yeux, c'est au blanc de jouer. La méthode échec-prise-menace vous dit la chose suivante. Vous calculez en priorité tous les coups qui donnent échec. Pour votre adversaire, les coups candidats que vous allez considérer sont également ceux-là s'il en dispose. Au terme d'un tour de jeu, vous recommencez. Vous calculez en priorité tous les coups qui donnent échec. Si vous n'en avez pas en deuxième priorité, tous les coups qui capturent une pièce adverse. Ou si vous n'avez ni des deux premiers coups, si ni les deux premiers coups n'aboutissent à quelque chose de concluant, vous calculez en troisième priorité les menaces, c'est-à-dire les coups qui attaquent des pièces adverses, tant qu'à faire avec les pièces de valeur minimale. Typiquement les coups qui attaquent une dame avec un fou, un cavalier ou une tour, ou les coups qui attaquent une pièce mineure ou majeure avec un pion, etc. Je vais rentrer plus en détail sur la méthode avec des exemples. On va commencer par celui-là. Si j'applique rigoureusement ma méthode dans cette position, quel est le premier coup que je dois calculer ? C'est tour H8 bien sûr. Si absurde que paraisse le coup, il ne faut pas porter de jugement de valeur préalable avant d'aboutir à la fin de la combinaison. Après tour H8 d'ailleurs, vous voyez que les noirs n'ont qu'une seule possibilité, cavalier prend H8. À nouveau, je pousse mon calcul. L'algorithme me dit que je dois considérer des coups qui donnent échec. Je n'en ai alors que 3, dame H7, dame H8 et dame prend F7. Si je commence par dame H8, alors après roi H8 qui est forcé, je continue toujours avec ma méthode et des coups qui font échec, je n'en dispose pas de beaucoup. Je n'ai que tour H5. Vous voyez qu'alors mon adversaire est obligé de revenir en G8. Et si vous m'avez suivi jusque-là, alors avec fou H7, on a au moins une perpétuelle. Mais voyons si on ne peut pas faire mieux. Après tour H8, cavalier prend H8, j'avais un deuxième embranchement qui était dame H7. Oui, le coup paraît absurde, mais il faut le considérer, on ne peut pas tirer de conclusion avant d'arriver au bout de la variante. Les noirs n'ont qu'un choix, roi prend H7, et après roi prend H7, si je continue à appliquer ma méthode en priorisant les échecs, je n'ai qu'une seule possibilité à considérer, c'est tour H5. Et si vous avez suivi jusque-là, vous commencez à entrevoir qu'effectivement, c'était bien la solution. Maintenant, on peut jouer les coups sur l'échiquier. Et on constate qu'effectivement, en termes de cette séquence forçante, les blancs donnent bien échec et mat. J'insiste sur un des points fondamentaux de cette méthode qui est de ne pas avoir de jugement de valeur a priori sur les coups avant d'arriver au terme des coups forçants. Si vous commencez d'emblée à vous dire « Ah mais tour H8 c'est stupide, il peut prendre du cavalier, comment ça pourrait être bon ?» Et ensuite au moment de considérer dame H7, « Oh non c'est stupide, donner la dame ça peut pas aboutir à quelque chose », alors vous n'allez jamais devenir efficace dans vos calculs. Cette méthodologie vise, en outre de réduire au maximum le champ des possibles de l'adversaire, à éradiquer un maximum de biais cognitifs humains qui nous font d'emblée, pour des raisons intuitives qui ne sont pas forcément justifiées, éliminer de potentielles solutions. Vous devez appliquer cette méthode aussi religieusement que possible, tous les meilleurs joueurs du monde le font. Sachez que depuis cette position, même un très fort joueur ne peut pas savoir par avance que tour H8 suivi de dame H7 va donner la solution avant de l'avoir calculé jusqu'à son terme. On peut certes avoir l'intuition des coups, mais un très fort joueur appliquera avec la moelle épinière cette méthode de calcul. Ça n'est qu'en ayant calculé tous les coups forçants jusqu'à leur terme et s'ils ne portent pas leurs fruits qu'un joueur très fort se portera sur la deuxième gamme de coups, type tour prend G6. Voyons ici la méthode appliquée à un deuxième exemple très célèbre, vous pouvez mettre en pause. Je considère que vous l'avez fait, cette partie a été jouée par Lasker en 1912 contre Sir George Alan Thomas. Si j'applique là encore ma méthode, je dispose a priori de deux coups candidats. Cavalier prend F6 et dame prend H7. Commençant tout de même par le coup qui paraît le moins absurde, après cavalier prend F6, les noirs peuvent tout simplement recapturer du pion G. Et s'ils le font, H7 étant bien défendu par la dame E7, on peut bien encore calculer les prises en H7, mais je vous laisse vous convaincre qu'elles ne donneront rien. Et si je calcule encore dame G4 échec, après roi H8, je constate bien qu'il n'y a plus grand chose à faire. Comme après dame G4, roi H8, je n'ai plus de coups forçants, je peux m'arrêter et conclure que cavalier prend F6 ne donne pas grand chose, ne donne rien en fait. On calcule tout de même le coup apparemment absurde, dame prend H7. Peut-être qu'on ne va pas s'y attarder longtemps si on constate qu'il donne rien, mais on va quand même le regarder, on ne sait jamais. Et là on va maintenant se lancer ensemble dans un petit exercice de visualisation. On ne va pas bouger les pièces et on va calculer deux têtes, donc accrochez-vous. Après dame prend H7, roi prend H7, quels sont les coups candidats prioritaires suivant ma méthodologie? Encore et toujours les échecs, et tant qu'à faire, ceux qui font une prise.
Cavalier prend F6, échec, et même double échec, et donc le coup prioritaire. On constate que les noirs n'ont que deux choix, roi H8 ou roi H6. On va commencer par roi H8. Après roi H8, on trouve l'échec et mat en 1, cavalier G6. Un joli mat avec les deux cavaliers. Maintenant, après cavalier prend F6, roi H6, les blancs continuent avec leur méthodologie et calculent en priorité les coups qui donnent échec. On dispose alors de 4 coups qui donnent échec, et c'est là où vous utilisez votre intuition pour vous guider sur une piste plutôt qu'une autre, en sachant qu'aucune des 4 pistes n'est potentiellement mauvaise. Parmi tous ces coups, celui qui doit retenir le plus votre attention, c'est celui qui restreint au maximum les choix de votre adversaire. Cavalier EG4 est effectivement le coup qui laisse le moins de choix à l'adversaire. Les noirs n'ont alors qu'un seul coup, c'est roi G5. On continue avec la méthode de calcul, quels sont les coups qui font échec ? Je vous laisse les imaginer et en utilisant votre intuition, de manière générale, on aime donner échec avec quelque chose qui ne joue pas et qui ramène une pièce, voire un pion à l'attaque. Suivant ce principe, H4 est le coup favori. Les noirs n'ont alors qu'un seul choix, c'est roi F4. On continue avec la méthode. G3 échec, les noirs n'ont qu'un seul choix, c'est roi F3. Ici on continue toujours avec la méthode des échecs, on n'en a pas 36. Fou E2 échec, les noirs n'ont pas le choix. Il joue roi G2. À nouveau, on considère les coups qui font échec et en priorité ceux qui utilisent une pièce qui n'a pas été utilisée et qui restreignent au maximum les choix de l'adversaire. Tour H2 échec, et oui, c'est défendu par le cavalier G4. Les noirs n'ont qu'un coup, c'est roi G1, et là vous finissez avec style en faisant grand roc, échec et mat. Était-il possible de savoir par avance que dame prend H7 allait être le coup qui allait résoudre la combinaison ? Non. On ne peut tirer cette conclusion qu'en ayant calculé l'intégralité de la combinaison. Cette combinaison était-elle difficile véritablement ? La réponse est en fait oui et non. Cette combinaison est difficile du point de vue de la visualisation, c'est-à-dire que pour un débutant qui n'a pas l'habitude d'imaginer les pièces bouger et qui a du mal à se les représenter sur l'échiquier dans sa tête, alors il est difficile de voir jusqu'à l'échec et mat. Mais pour quelqu'un qui a une bonne visualisation et qui dispose de cette méthodologie, ce problème est en vérité très facile à résoudre. Car en effet, l'arbre des variantes est en fait très petit. Il n'a que 2 embranchements possibles, celui où le roi va en H8 ou celui où le roi va en H6, et tout est très linéaire jusqu'au mat. Il n'y a pas d'alternative pour le défenseur, pour les noirs. La vraie difficulté donc en réalité c'est celle de la visualisation que je vous invite fortement à travailler. Un bon joueur doit être capable d'imaginer 5, 6, 7 pièces bouger sans avoir une goutte de sueur sur le front. Ça n'est pas facile, ça demande des mois, voire des années de travail, mais c'est faisable. Ce qui manque à beaucoup de joueurs, en revanche, c'est plutôt une méthodologie de calcul rigoureuse. Revenons maintenant plutôt sur ce problème que je donnais en introduction. C'est très au blanc. Je prends un instant pour que vous mettiez en pause. Que joueriez-vous ? Cette partie a été jouée par le célèbre Yasser Serhawan en 1986 contre Boris Kogan. A nouveau, si vous appliquez rigoureusement la méthode que j'expose, et même si vous ne calculez pas en premier les meilleures variantes, alors vous devriez avoir de bonnes idées. Par exemple, vous avez notamment 2 coups qui donnent échec ici. Dame F8 et fou prend E6. Vous avez aussi Dame E7. Si vous avez commencé par Dame F8, après Roi prend F8, vous avez peut-être encore regardé vite fait Cavalier G6 ou Cavalier prend E6. Vous êtes rapidement arrivé à la conclusion probablement que ça ne donne rien, mais au moins vous avez vu que ça fait fourchette entre la Dame et le Roi. Et c'est aussi là une des forces de la méthodologie échec prise menace, c'est que même si vous n'arrivez pas à la solution en calculant une des variantes, ça va très souvent vous donner une bonne idée pour la suite. Maintenant, si vous calculez fou prend E6, après fou prend E6 qui paraît tout de même forcé, si je continue d'appliquer ma méthode et en m'inspirant de ce qui précède, je trouve que le coup Dame F8 arrive très vite. Parce que comme on sent déjà venir une fourchette, on est beaucoup plus à même de trouver cette déviation. Maintenant, après Roi prend F8 qui est forcé, on constate bien qu'après Cavalier prend E6, échec, on va récupérer tout le matériel avec intérêt. Maintenant qu'on a bien trouvé la combinaison, on peut la jouer. Et notez qu'encore à ce stade, un bon joueur continuerait encore un peu son calcul, car le cavalier C7 manque de cases. En fait, il fallait encore voir ici qu'après Roi D6, cavalier E8 échec, et le cavalier va quand même sortir en mangeant au passage le pion G7, donc pas d'enfermement de cavalier. Encore un exemple, comme tant d'autres combinaisons, de la facilité avec lesquelles on résout des problèmes si on a une bonne méthodologie. Après avoir discuté de tous ces cas caricaturaux pour illustrer la méthode, passons à un problème particulièrement difficile, très au noir. Si vous voulez chercher, je vous invite à mettre en pause, mais ce problème étant très difficile, je vous invite à ne pas y passer plus de 15 minutes. Passons donc maintenant à la résolution.
On commence donc par regarder tous les coups qui font échec, mais ils sont bien sûr, on en conviendra très rapidement, tous absurdes. Ils donnent la dame en un coup et on n'a pas besoin de pousser le calcul bien profondément pour comprendre que ça ne donne strictement rien. L'algorithme nous dit alors qu'en deuxième priorité, on calcule les prises. Des prises, on en a deux, elles consistent toutes deux à donner un cavalier en un coup, après quoi on n'a strictement plus rien de forçant. On peut donc là aussi arrêter très vite le calcul dans ces variantes. En troisième priorité, l'algorithme nous dit alors de calculer les menaces. Comment puis-je, à nouveau je le précise sans jugement de valeur, effectuer les menaces les plus puissantes ? Eh bien, je n'ai pas beaucoup de coups qui permettent de créer des menaces. En fait, il n'y a que cavalier F4 et cavalier G4. En effet, cavalier F4 menace tout de même d'échec et mat en G2. Et donc les choix de mon adversaire sont très restreints pour y répondre. Et cavalier G4 menace aussi d'échec et mat en 2 coups cette fois, avec dame H2 suivi de dame H1 mat. Commençons par exemple par cavalier F4. Cette fois, je vais faire une petite entorse à ma règle parce que le problème est difficile et je vais jouer les coups sur l'échiquier, mais gardez à l'esprit que pour progresser, il vaut mieux que vous jouiez tout de tête tant que vous n'êtes pas arrivé à la conclusion de vos calculs. Après cavalier F4, je vous invite à constater que le seul coup des blancs, c'est pion prend F4. Malheureusement, il suffit puisqu'alors notre seul coup forçant, c'est pion prend F4. Et comme je calcule aussi les coups forçants pour mon adversaire, je peux regarder rapidement les échecs des blancs, mais ici fou prend F4 et les noirs n'ont plus rien de forçant à jouer, on peut arrêter la variante. Mais avec cette méthode, si on est toujours parfaitement rigoureux dans le calcul, après pion prend F4, un coup qu'on ne peut pas écarter, c'est cavalier G4. En effet, on vient de faire la prise pion prend F4, on a vu qu'elle ne marchait pas, maintenant on passe à la menace, et après cavalier G4, on menace tout de même de mat en 2 coups. Je vous invite à nouveau, si vous le souhaitez, à mettre en pause, mais vous allez vite constater, en réfléchissant un peu, que les blancs n'ont pas beaucoup de choix. Et le coup qui paraît le plus logique pour parer le mat, c'est fou prend G4. Après quoi, toujours en suivant la méthode de calcul pour nous, fou prend D4 échec, seul échec raisonnable. Et on constate très vite qu'en fait les blancs n'ont pas beaucoup de choix sur roi F1 suivrait dame F2 mat, donc roi H1 est forcé. A nouveau, échec prise menace, on n'a pas d'échec convaincant, donc on se rabat sur les prises, dame prend G4 qui au passage menace mat en H3. Et vous pouvez mettre en pause pour vous en convaincre, mais les blancs n'ont aucune manière autre que de redonner la pièce dans une position du coup complètement perdante pour parer l'échec et mat. Cette variante aurait donc l'air d'être gagnante a priori. Oui, mais il y a un problème. En effet, si je reviens quelques coups en arrière, au moment où je joue cavalier G4, n'oubliez pas que la méthode échec prise menace, vous devez l'appliquer non seulement pour vous, mais aussi quand c'est possible au tour de votre adversaire. Or, il se trouve qu'après cavalier G4, si j'applique rigoureusement la méthode aussi pour mon adversaire, on calcule en priorité quoi ? Les échecs. Et ici, les blancs disposent en fait du miraculeux salvateur F5 échec. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les variantes, mais pour simplifier, après la disparition du pion E, les blancs disposent essentiellement au minimum d'une perpétuelle après dame prend C6. En fait, c'est même les blancs qui vont gagner, parce qu'après par exemple fou F6, après les échanges en G4, les noirs n'ont essentiellement plus de menaces et les blancs peuvent au pire donner des échecs sur la 8e. Maintenant, un très fort joueur qui aurait eu le courage de calculer tout ça, et qui aurait compris qu'il n'obtiendrait de toute façon pas mieux que match nul dans les variantes qu'on vient de donner, il s'essaierait un autre coup forçant, et en l'occurrence, il intervertirait les coups et commencerait par cavalier G4. Ici, après cavalier G4, fou prend G4 est forcé, je vous invite à le deviner. Et à nouveau, suivant mon algorithme, puisque je n'ai pas d'échec à donner et que les captures ne marchent pas, sans rentrer dans trop de détails, par exemple parce qu'après dame prend G4, si je continue avec les coups forçants, j'aboutis juste à une perpétuelle pour les noirs. Dame prend E6 échec et le roi noir n'a nulle part où se réfugier. Par conséquent, un fort joueur reviendrait dans son calcul au moment où il avait le choix de dame prend G4 et se demanderait s'il n'avait pas un autre coup forçant, et en l'occurrence, on les observe rapidement et on le comprend très vite, je passe aux menaces et cavalier F4 est le seul coup raisonnable. Comme les coups sont toujours forcés pour les blancs, qui devant parer l'échec et mat n'ont que pion prend F4 à jouer, et comme je ne porte pas de jugement de valeur sur ma variante avant d'être arrivé à son terme, je continue avec les coups forçants, fou prend D4 échec. Et à nouveau, comme je l'avais mentionné sur un problème précédent, vous vous rendez compte que même si la variante précédente qu'on a calculée n'était pas la bonne, elle nous donne d'excellentes idées. On retrouve l'idée que roi F1 n'est pas possible à cause de dame F2 mat et que sur roi H1 on prendra en G4 avec la position par transposition analogue à la précédente. Ce que ça change en revanche, c'est que les blancs n'ayant pas l'occasion de jouer F5, ils n'auront pas cette possibilité dans la suite de la combinaison. Ils n'en ont pas eu le temps.
Et vous notez que sur la variante précédente dont on a déjà discuté, sur roi H1, dame prend G4, F5 n'est pas possible de la même manière puisque les noirs ne seraient pas obligés de prendre du pion E mais prendraient de la dame pour éviter de découvrir leur roi et maintenir un mat en H3. Comme on a déjà calculé roi H1 par transposition, on peut du coup calculer autre chose, par exemple fou E3 et arriver à la même conclusion qu'on va gagner après tous les coups forçants. Fou prend, roi H1 forcé, dame prend G4, cavalier prend E3 forcé pour pas se retrouver avec une pièce de moins ou pour tout simplement ne pas se faire mater en H3. Coup forcé, on récupère la pièce, dame H3 et on enchaîne en même temps en faisant un échec. Et c'est seulement par exemple après roi H1 pion prend F4 que vous pouvez arrêter votre variante pour faire un bilan. On peut encore éventuellement calculer dame prend C6 qui est le dernier coup forçant des blancs, mais on arrive à une position où les noirs ont 2 pions passés liés sur la quatrième. Après éventuellement dame prend C6, ça va encore être à eux de jouer. Le roi blanc est pratiquement dans un réseau de maths et on peut arriver à la conclusion que les noirs sont complètement gagnants. Ça demande encore un peu de technique, mais c'est faisable. Cette combinaison, qui est facilement de niveau grand maître, n'est trouvable qu'avec une très bonne méthodologie. Tous les maîtres, grands maîtres et super grands maîtres utilisent invariablement cette méthode de calcul des coups forçants. Il est impossible de se dépêtrer de telles complications si on n'a pas une bonne méthode. La différence essentielle, c'est que les maîtres, les grands maîtres et plus forts joueurs encore ont une très bonne visualisation. Comme ils utilisent en plus de cela une méthodologie impeccable que je viens de vous exposer dans les grandes lignes, et qu'ils calculent très vite, ils n'ont en réalité aucun mal en général à trouver dans un laps de temps très court des problèmes très compliqués simplement en calculant de manière bourrine suivant cette méthodologie très vite. Ce qui peut en surface passer pour une intuition brillante d'un très fort joueur n'est en général que le résultat d'un calcul long, profond et méticuleux. Certes, les plus forts joueurs sont de surcroît armés d'une intuition brillante, mais cette intuition fait la différence entre les très forts joueurs et les tout meilleurs, car la méthode est la même dans tous les cas. Sur sa chaîne de replay, Joachim Muhammad, que vous êtes sans doute nombreux à connaître, intervient avec Gabriel Flom, un grand maître, qui insiste avec lui particulièrement sur l'efficacité de cette méthode. J'invite tous les joueurs à plus de 1800 Elo à suivre l'intégralité de la série de cours avec Gabriel. Ce sont d'excellentes vidéos pour pratiquer cette méthode, vous pouvez mettre en pause sur chaque problème. Chercher de cette manière avec Joachim, les problèmes sont difficiles à résoudre, mais pour tous les joueurs au-dessus de 1800 Elo, je pense que c'est un bon entraînement. Voilà pour cette vidéo qui était encore une introduction sur le sujet. Je me laisse des portes ouvertes, j'ai tendance à faire beaucoup d'introductions que je ne termine pas forcément, mais j'aime me laisser des possibilités. Je ferai très probablement une partie 2 dans la semaine suivante, ou en tout cas dans le mois suivant en tenant compte de vos remarques. Je sais que je suis très loin d'être complet sur ce sujet et j'ai encore plein d'idées à donner. N'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs sur lesquels je rebondirai dans mes vidéos suivantes. Likez et partagez cette vidéo au maximum de gens de votre entourage que ça pourrait intéresser. Et je vous dis à très vite.